Agir pour votre santé, le podcast du mieux-être au travail. Je sais pas, faites quelque chose, trouvez un médecin, vite. Permettez, je suis médecin. Non, laissez-moi faire, je suis pédiatre. La médecine du travail. Et oui, elle existe, elle est à la disposition de tous les salariés depuis 1946, date de sa création, mais on a un peu tendance à l'oublier. Derrière la notion un peu fourre-tout de ressources humaines, on place trop souvent de simples problématiques de compétences ou d'emploi du temps. Il faut pourtant y voir bien plus. La main-d'œuvre est sensible, l'humain est un animal social et de son environnement dépend son bien-être. Après avoir ausculté avec un médecin du travail l'importance de prévenir les troubles musculo-squelettiques qui constituent l'une des premières maladies professionnelles, on va aujourd'hui parler de santé mentale des travailleurs avec une autre constituante fondamentale de l'équipe pluridisciplinaire de Presoa. Et cette constituante s'appelle Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour Mathieu. Virginie, vous êtes psychologue du travail. Pour commencer, est-ce que je peux vous demander pourquoi avoir choisi de vous spécialiser, d'appliquer vos compétences au monde du travail et comment on y arrive ? Alors, c'était pas forcément l'orientation que je voulais donner quand j'ai intégré la faculté de psychologie d'Amiens, mais au-delà de l'obtention de la licence, on a pu découvrir des enseignements sur le champ de la psychologie du travail, de l'ergonomie et de la psychologie sociale. Et là, je me suis dit qu'il y avait énormément de choses encore à faire dans ce milieu-là. On est exposé à une diversité de situations, alors de par les domaines d'activité dans lesquels on intervient, mais aussi en matière de problématiques vécues. Et ça reste un domaine très enrichissant et très intéressant. Alors dans l'épisode précédent, votre collègue le docteur Lamy faisait une grande part à la prévention et on apprenait aussi que quand vous recevez un salarié qui est en détresse psychologique, c'est donc qu'il y a déjà un mal qui est identifié. Donc comment vous gérez ça, la prévention ? Est-ce que ça veut dire que quand vous faites face à un salarié, il y a déjà une souffrance qui est repérée, on n'est plus dans la prévention ? Et généralement, oui. On est le plus souvent dans une mission curative parce que un mal-être, une souffrance est identifiée par le médecin du travail ou l'infirmier. On accompagne les salariés justement à trouver des réponses à leurs questions, ne serait-ce que sur la recherche des causes de ce mal-être. On intervient aussi quand même de plus en plus souvent en prévention par du conseil aux employeurs, du conseil aussi aux représentants du personnel. Et quand on intervient aussi en collectif, on part d'une situation problématique, mais qui n'est pas forcément vécue par le collectif en entier. Et donc là, on intervient sur le champ de la prévention quand même. Oui, ça c'est une des particularités de votre métier, c'est que vous intervenez en effet, vous venez de le dire, à la fois sur un plan individuel et sur un plan collectif. Alors les risques psychosociaux, comme on les appelle, ils sont pourtant pas contagieux entre guillemets. Non, ils sont pas contagieux. Là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'étude des facteurs de risque. Alors, les conséquences des risques psychosociaux tels que le stress, les crises d'angoisse, les pleurs, on va s'y intéresser, on va les interroger, mais ce qui va nous intéresser dans notre activité, c'est bien la recherche des causes de ce mal-être. Donc, on va aller étudier toutes les dimensions du travail, que ce soit le contenu, la charge de travail, les relations entre personnes, que ce soit avec la hiérarchie, avec les collègues. Les possibilités d'évolution professionnelle aussi. Donc, c'est dans cet aspect-là où on intervient en collectif. Voilà, le corps social, on pourrait le dire comme ça. C'est ça. Vous avez une autre particularité, Virginie, vous avez la double casquette de psychologue et d'ergonome. Comment vous articulez ces deux fonctions ? Alors c'est une articulation qui est pas encore bien claire pour tout le monde, mais c'est une vraie richesse parce que lorsque j'interviens sur une étude ergonomique par exemple pour la prévention des troubles musculo-squelettiques, je ne vais pas m'arrêter uniquement à l'aspect biomécanique du geste. Il y a des professionnels qui interviennent, qui ont cette approche, mais moi je vais également interroger tout l'aspect psychosocial et organisationnel de la situation de travail, parce qu'on sait très bien aujourd'hui que ces aspects
psychologiques, sociaux et organisationnels interviennent dans l'apparition des troubles musculo-squelettiques. Donc on va venir étudier, interroger le collectif de travail sur l'interaction entre les différentes professions, les différents services, le passage des consignes, l'aspect transmission d'informations est hyper important dans une situation de travail. Donc, pour résumer rapidement, vous travaillez sur l'individuel, le collectif, l'organisationnel et le psychologique. C'est une prise en charge à 360 degrés, quoi. Vous regardez en fait un peu tout. Oui, on regarde un peu tout. C'est ce qui permet aussi d'étudier les risques psychosociaux qui sont, de par nature, un peu subjectifs quand même, puisqu'on va interroger le vécu et le ressenti des salariés. Mais on ne peut pas s'arrêter à ça. Nous, dans notre approche, il faut qu'on puisse interroger les éléments concrets du travail. On a un rapport qui a été fait, le rapport Golac, qui permet justement de délimiter 6 facteurs à prendre en compte dans l'apparition des risques psychosociaux. Donc, on a l'intensité et le temps de travail, les exigences émotionnelles, le manque d'autonomie dans la situation de travail, les rapports sociaux au travail dégradé, les conflits de valeurs et l'insécurité de la situation de travail. Donc, tout ça va pouvoir permettre d'interroger le vécu et le ressenti du salarié, mais aussi tous les aspects concrets du travail. Parce que chaque personne, chaque salarié va réagir complètement individuellement à chaque situation. Alors j'aimerais moi aussi vous soumettre une donnée, un chiffre assez impressionnant qui indique que le risque de faire une dépression serait multiplié par 2 chez les personnes dont le travail perd son sens. Ça veut dire que c'est pas qu'une question d'environnement, ça veut dire que tous les salariés sont exposés à ces risques psychosociaux. Tous les salariés peuvent être exposés aux risques psychosociaux à partir du moment où l'une des dimensions du travail est touchée et se dégrade. Maintenant, ce sens du travail, c'est une question qui est centrale. C'est-à-dire que c'est elle qui permet aux salariés de trouver sa place dans l'entreprise, dans le monde du travail, et derrière se sentir utile. C'est-à-dire que lorsque je fais ma journée de travail, lorsque je quitte mon travail, je dois pouvoir avoir le sentiment d'avoir réalisé une tâche et d'être satisfaite de ça. Si, à un moment donné, je perds ce sens-là, là, on se retrouve dans une problématique qui questionne l'individu, ses compétences, sa confiance en soi. Et là, on note l'apparition d'un mal-être, surtout si cette problématique perdure dans le temps. On va revenir sur votre accompagnement qui déborde largement du cadre professionnel, mais pour illustrer votre propos, je vous propose qu'on se base sur un cas concret qu'on a évoqué en préparant cet entretien. En l'occurrence, une salariée confrontée à une surcharge de travail. Alors, je ne sais pas si c'est un cas typique, si ça représente beaucoup de personnes que vous recevez, mais donc surcharge de travail et assez rapidement des pathologies, une perte de sommeil qui sont développées. Donc là, en l'occurrence, on parle aussi d'un problème au travail qui déborde sur le personnel, évidemment. Oui, c'est cette dame, effectivement, moi je l'ai prise en charge. Le début de l'arrêt de travail, avait déjà débuté, et donc il a fallu travailler avec elle pour trouver la source de ce mal-être. Donc là, on avait une difficulté à dire non, à délimiter ses horaires de travail. Donc, elle venait empiéter sur son temps personnel, sur son temps de récupération. Donc, il y a eu un gros travail à ce niveau-là avec cette salariée-là. L'arrêt de travail a été bénéfique parce qu'il y a eu cette prise en charge. Il y a eu aussi des rendez-vous qui ont perduré avec le médecin du travail, et on a déclenché des actions dans l'entreprise. Donc, moi, je suis allée rencontrer le directeur de la structure pour lui proposer un accompagnement un peu plus collectif sur la question de l'organisation de travail. Et la salariée a pu bénéficier d'une reprise à temps partiel thérapeutique avec une augmentation du temps de travail progressive. Également, un bureau lui a été attribué sur demande du médecin du travail hors du service initial pour pouvoir gagner un peu plus en sérénité, en calme, ce qui lui a permis d'être moins sollicité, moins interrompu dans son travail.
Et j'ai continué à la suivre quelques mois après sa reprise pour être certaine que la situation se stabilisait. Alors, je trouvais cet exemple intéressant parce qu'en effet, il met en œuvre des solutions à la fois tangibles, un bureau fermé qui permet de se concentrer, et puis un accompagnement donc qui va au-delà du temps professionnel. D'ailleurs, c'est un point commun avec le témoignage de votre collègue, le docteur Lamy, qu'on entend dans l'épisode précédent. L'accompagnement, il peut être, il se fait sur du temps long. Il se fait aussi, il déborde un peu du cadre professionnel, vous diriez ? Alors, l'accompagnement peut se faire sur un temps long, mais moi, ma mission est vraiment de trouver des actions, trouver des solutions avec le salarié, alors soit dans l'entreprise, soit par la recherche de formation, par une réorientation. Ça se fait vraiment avec le salarié, avec sa collaboration, puisqu'on est sur une démarche personnelle du salarié. Maintenant, moi, je ne fais pas d'accompagnement extra-professionnel. Mais si j'identifie au travers d'un accompagnement un problème vraiment lié à la sphère personnelle, là, je peux être amenée à réorienter la personne soit vers le médecin traitant, soit vers un professionnel compétent comme un psychologue de ville, le centre médico-psychologique, un sophrologue, etc. Il y a une prise en charge qui continue derrière. Mais ma mission est vraiment délimitée sur le champ professionnel. Délimité, mais en tout cas primordial, on l'entend bien. Pour terminer, Virginie, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des salariés qui rencontrent des difficultés dans leur travail, mais qui pourraient être amenés à les sous-estimer ou à se dire, bon, dans chaque travail, il y a des côtés négatifs. Je suis dans mon environnement est pas terrible, mais bon, c'est comme ça. Est-ce qu'il faut être vigilant, il faut surveiller certaines choses? Oui, il faut être vigilant et surtout ne pas être dans la fatalité, c'est-à-dire que toute situation peut avoir son lot de solutions aussi. Je reçois énormément de salariés qui se sentent coincés dans leur situation, qui ne voient pas de solution, et finalement, on se rend compte que oui, chaque métier a son lot d'inconvénients, mais à partir du moment où ces inconvénients, ces points néfastes ont un impact sur la santé, là, il faut réagir. Alors, c'est encore mieux de réagir un peu plus tôt, mais on a au sein de Presoa et autour de chaque salarié un éventail de professionnels qui sont là pour justement accompagner chaque salarié sur différentes thématiques de problèmes. On a une assistante sociale, on a des ergonomes, on a une psychologue du travail, des médecins aussi qui sont là, justement pour accompagner le salarié qui peut se sentir bloqué dans sa situation. On a ce rôle aussi de jouer l'intermédiaire entre le salarié et l'entreprise si, par moment, l'expression des difficultés est compliquée. On a ce discours qui est ouvert avec les entreprises justement pour trouver des solutions. Merci, et c'est précisément l'objet de ce podcast, de mettre en valeur l'équipe pluridisciplinaire qui peut être sollicitée, ne serait-ce que pour avoir un point de vue externe, c'est toujours intéressant, et bien pour accompagner de multiples façons les salariés. Merci beaucoup pour votre témoignage, Virginie. Merci Mathieu, merci à vous. Merci. Je pense qu'il permet d'éclairer le levier que vous représentez pour se défaire du poids qui pèse parfois de façon illégitime sur les salariés. Et je pense que la leçon à retenir, c'est l'importance de la prise en compte des signaux faibles dans le mal-être au travail et que donc des solutions existent pour s'en prémunir. Et vous l'incarnez, Virginie, ces solutions, vous les incarnez. Merci encore et merci à vous de nous avoir écoutés. Très belle prestation. Bon, super. C'est hyper intéressant.